Je m'appelle Rachel. Et la chose que mon grand-père m'a apprise avant de mourir, ce n'est pas dans un discours, ce n'est pas dans une conversation, autour d'un café, c'est dans un dossier bleu, qu'il m'avait transmis, 2 mois avant sa mort, en me disant une seule phrase. Ne lis pas ça comme ma petite fille. Lis-le comme mon avocate. Ce soir-là, j'avais lu, et j'avais compris, qu'Arthur Bennett n'avait pas juste organisé ses biens. Il avait attendu, il avait regardé, et il avait construit quelque chose, qui ne pouvait pas être défait, par la voix la plus forte dans la pièce. Voici comment tout a commencé, et comment tout s'est terminé. La famille Bennett avait un patriarche depuis 3 générations. Mon arrière-grand-père avait construit une première entreprise. Dans les années 50, mon grand-père Arthur l'avait développé, diversifié et transformé en quelque chose de solide et de durable. Mon père Thomas avait hérité d'une partie de ce travail, et avait passé 20 ans à se comporter comme si hériter d'un nom était équivalent à avoir construit quelque chose. Ce n'était pas la même chose. Arthur le savait. Il n'en avait jamais parlé directement, mais il m'avait regardé travailler. Depuis que j'avais 12 ans, il avait payé mes études de droit. Et quand l'entreprise de mon père avait fait faillite, il avait observé ce qui s'était passé, sans dire un mot, jusqu'au soir de la réunion. Thomas Bennett était l'homme le plus bruyant de chaque pièce qu'il occupait. Pas toujours le plus intelligent, rarement le plus travailleur, mais toujours le plus fort. Il avait une théorie sur le pouvoir. Celui qui parle le plus longtemps finit par avoir raison. J'avais passé mon enfance à regarder cette théorie fonctionner dans notre famille. Ma mère se taisait, les oncles acquiesçaient, les cousins riaient à ses blagues. Et moi, j'avais appris le droit en partie pour comprendre que certaines choses ne dépendaient pas de qui parlait le plus fort. Elles dépendaient de ce qui était signé, de ce qui était daté, de ce qui était irrévocable. Il y a 6 ans, l'entreprise de mon père avait fait faillite. Des investissements mal calculés, des partenaires peu fiables et cette certitude absolue qu'ils s'en sortiraient toujours parce que les Bennett s'en sortaient toujours. Sauf que cette fois, les Bennett avaient une hypothèque sur une maison de 2,5 millions et des comptes qui ne suivaient plus. J'avais 3 ans de pratique du droit, j'avais économisé sérieusement. Et mes parents allaient perdre leur toit. J'avais pris ma décision en une soirée. J'avais appelé leur banque. J'avais négocié les termes. J'avais commencé à payer. Pendant 5 ans, mon père n'avait jamais dit merci. Il avait dit que c'était normal que la famille se serre les coudes. Que c'est ce que font les Bennett. Mon frère Tyler avait 30 ans. Il avait commencé 4 entreprises. Aucune n'avait duré plus de 8 mois. La première était une application mobile, dont personne n'avait besoin. La deuxième était une marque de vêtements, dont les vêtements n'avaient jamais été produits. La troisième était un restaurant, qui avait fermé après une inspection sanitaire. La quatrième était encore en phase de concept. Depuis 2 ans, mon père finançait chaque projet, avec l'enthousiasme d'un homme, qui voit un génie là où les autres voient une liste d'échecs. Tyler avait le sourire de son père, la confiance de son père, et l'absence totale de sens des responsabilités de son père. Ils se ressemblaient trop, pour que l'un d'eux puisse voir les défauts de l'autre. La réunion familiale annuelle des Bennett se tenait chaque été dans le jardin de la maison principale. Table de pique-nique, barbecue, bière et les discours de mon père. Cette année-là, il y avait 43 personnes. J'en avais compté. Vieille habitude d'avocate, documenter les contextes. Mon père s'était levé au bout de la table avec son verre en main. L'héritage des Bennett appartient à ceux qui créent une vraie valeur. Sa voix portait loin. Plusieurs têtes avaient hoché. Puis il avait tapé sur l'épaule de Tyler. Mon fils est celui qui accomplira quelque chose dans cette vie. Il m'avait regardé. Pas ceux qui font carrière en expliquant aux autres comment gérer leur argent derrière. Quelques cousins, un oncle, ma tante Marguerite qui avait regardé ailleurs. Puis mon père avait levé sa bière directement vers moi. Un toast moqueur public calculé. Merci, Rachel, d'avoir payé l'hypothèque et sauvé notre maison ces 5 dernières années. Il avait souri. Tyler saura en faire bon usage. J'étais resté immobile. Ma main avait glissé dans ma poche et j'avais appuyé sur enregistrement 19h48. Le jardin avait continué à bourdonner de conversations. Personne ne s'attendait à ce que quelque chose d'autre arrive. Puis le grincement. Cette chaise en bois vernie à l'autre bout de la longue table. Arthur Bennett se levait lentement, il avait 82 ans. Il se déplaçait avec la prudence de quelqu'un qui connaît la valeur de chaque mouvement. Mais quand il était debout, sa présence remplissait le jardin entier. Sans un mot encore. Juste debout. Et tout le monde s'était tu. Maintenant, sa voix était posée. Absolument ferme. C'est à mon tour. Il avait regardé mon père. Pas avec de la colère. Avec quelque chose de plus froid. Le mépris tranquille. De quelqu'un qui a vu venir ce moment depuis longtemps. Et qui n'est pas surpris. Tu parles de l'héritage des Bennett. Mon fils. Mais tu ne possèdes même pas la maison que tu viens de donner. J'ai racheté la dette bancaire. Il y a 3 ans. Quand tes autres dettes ne laissaient plus rien. Pour couvrir les paiements de Rachel. Il s'était tourné vers moi. Son regard s'était adouci. Certains dans cette famille construisent. D'autres ne font que profiter. Mais le moment des comptes approche. Le visage de mon père était devenu livide. Cette façon particulière qu'ont les gens qui n'ont jamais envisagé d'être contredits en public de perdre toute leur couleur. Sa bière restait dans sa main, il ne la levait plus. Tyler regardait alternativement son père et son grand-père avec l'expression de quelqu'un qui vient de réaliser qu'une partie de cartes dont il ne connaissait pas les règles venait de se terminer. Personne autour de la table ne riait plus. Ma tante Marguerite avait posé son verre. J'avais gardé mon téléphone en main. Enregistrement toujours actif. 2 mois avant la réunion, Arthur m'avait envoyé un email. Un seul fichier joint. Plusieurs dizaines de pages. Une note courte dans le corps du message. Rachel ne lit pas ça comme ma petite fille, lit-le comme une avocate. Ce soir-là, après la réunion, j'avais ouvert ce fichier. Dans le silence de mon appartement. Une fiducie vivante. Pas un brouillon. Un document finalisé, signé, daté, notarié. Et j'avais commencé à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait construit. Arthur n'avait pas juste organisé ses biens. Il avait cartographié chaque faille que mon père et Tyler auraient pu utiliser. Il avait anticipé les contestations, il avait rédigé les clauses pour les neutraliser avant qu'elles existent. Il avait transféré l'acte de propriété du domaine de Sycamore Ridge dans la fiducie. Il avait également inclus la créance qu'il détenait sur la maison de mes parents. Celle qu'il avait rachetée 3 ans plus tôt quand les paiements de mon père avaient commencé à manquer. Tout était dans la fiducie. Verrouillé, irrévocable, clair. Le seul bénéficiaire de cette fiducie, Rachel Bennett. Une clause rédigée.
De la main d'Arthur, pour celle qui a réellement lu les documents, et la seule Bennett qui connaît la vraie valeur d'$1 gagné. J'avais relu cette phrase plusieurs fois cette nuit-là. Pas pour la propriété. Pas pour les 2,5 millions. Pour les mots. Parce que pendant 5 ans, personne dans cette famille n'avait dit quelque chose qui ressemblait à ça. Mon grand-père s'est éteint 2 mois après la réunion. Paisiblement dans son sommeil. Je n'avais pas eu le temps de lui dire ce que sa phrase signifiait. Ou peut-être qu'il le savait déjà. Il y a des gens comme ça. Qui n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'ils ont bien fait les choses. Parce qu'ils savent exactement ce qu'ils ont fait et pourquoi. Gérald, son avocat, m'avait appelé. Le lendemain de sa mort. Une réunion confidentielle. Son bureau. Le plus tôt possible. Gérald Ashford était avocat depuis 37 ans. Il avait ce calme particulier des gens qui ont annoncé trop de bonnes et mauvaises nouvelles pour être affectés par l'une ou l'autre. Il m'avait reçu seul. Il avait fait glisser le dossier bleu sur son bureau en acajou. Sans discours préliminaire. Votre grand-père était un homme précis. Il a signé ce document le 14 septembre. J'avais calculé immédiatement. Exactement la même semaine que la réunion familiale. Exactement la même semaine que le toast moqueur. Que les 43 personnes. Que le 19h48 sur mon enregistrement. Il avait signé pendant que mon père me remerciait publiquement de lui avoir sauvé sa maison pour la donner à mon frère. 3 jours plus tard, Gérald avait convoqué toute la famille. Mon père et Tyler sont arrivés premiers. Costume sourire cette assurance de 2 hommes qui s'apprêtent à hériter de ce qu'ils n'ont jamais construit. Ils avaient choisi les sièges du devant. Je m'étais assise au fond. Gérald avait ouvert le dossier bleu. Il avait commencé à lire. La propriété de Sycamore Ridge, tous les actifs liquides, ainsi que l'acte de la résidence principale actuellement occupée par Thomas Bennett, sont légués dans leur intégralité à Rachel Bennett. Il avait marqué une pause. Et de plus, Thomas Bennett dispose de 30 jours pour quitter les lieux ou négocier un contrat de location standard directement avec la nouvelle propriétaire, sa propre fille. Mon père avait bondi. C'est une erreur. C'est l'héritage de mon père. Je suis son fils. Gérald avait happé le dossier bleu. Du bout de son stylo. Votre père croyait au document, Tom. Et celui-ci est irrévocable. Tyler avait regardé mon père. Papa, et ma maison? Mon père n'avait aucune réponse. J'avais rangé le dossier bleu. Dans ma mallette. J'avais boutonné ma veste. Et j'avais quitté la pièce. Sans dire un mot. Dans le couloir. J'avais entendu leur voix encore. Mon père qui argumentait. Tyler qui posait des questions. Sans comprendre les réponses. Gérald qui répétait calmement. Les mêmes termes juridiques. Avec la patience d'un homme. Qui n'a plus rien à prouver. Ce que j'avais décidé. Pour la maison de mes parents. Je le savais depuis la nuit. Où j'avais lu le dossier bleu. Je ne les avais pas jetés dehors. J'avais fait rédiger un contrat de location. Prix du marché. Termes standards, aucune faveur, aucune punition. Juste la réalité. Celle qu'Arthur m'avait apprise. Depuis que j'avais 12 ans. Les documents ne mentent pas. Les voix les plus fortes, si. Alors je vous pose la question. Vous auriez loué la maison à votre père? Ou vous auriez choisi autrement? Laissez votre réponse en commentaire. Et abonnez-vous à Maria Señorita pour des histoires sur ceux qui construisent en silence pendant que les autres parlent fort.